Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Parfait. Donc, vous pouvez commencer à poser des questions. Donc, euh, voilà. Normalement, les séances de révision se dérouleront sur deux sessions. La première session est programmée aujourd'hui avec moi. La deuxième, on vous fera part par la suite. Donc, vous pouvez poser vos questions et on va essayer de répondre au fur et à mesure. D'accord? C'est surtout les questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse, les QCM auxquels vous ne trouverez. Désolé. Donc, les QCM pour lesquels vous trouvez des difficultés. Vous pouvez me poser des questions concernant mes cours ou concernant les autres cours, mais surtout les trachons, les thérapeutiques, les cataractes, les pathologies générales, l'anatomie, etc. Donc, j'ai mis une diapo qui parle de l'anatomie de l'œil, juste pour un petit rappel. Donc, ça, c'est une coupe schématique du globe oculaire. Bon, en tout globe oculaire, on lui décrit un contenant et un contenu. Le contenant est formé par la superposition de trois couches. Externe, c'est la sclère qui est le blanc de l'œil. Se projetant en avant par une couche transparente, c'est la cornée. Donc, on a la coque cornéosclérale et la tunique la plus externe du globe. La couche intermédiaire, c'est l'UV. Un résumé, s'il vous plaît, sur la rétinopathie diabétique. Je ne pense pas avoir le cours sur moi parce que d'habitude, c'est Dr Bendib ou professeur Boulane qui le font. Mais je peux vous en parler un petit peu, ce n'est pas un problème. Concernant la rétine est formée de 10 couches ou bien 3 couches avec l'ensemble des cellules. Comment la choroïde donne le fond rouge? La choroïde ne donne pas un fond rouge. Bon, la choroïde, c'est cette couche-là, c'est la couche intermédiaire. En fait, l'UV est la couche intermédiaire de l'œil, formée de trois parties. La partie postérieure, c'est la choroïde. La partie intermédiaire, c'est le corps ciliaire. Et la partie la plus antérieure, c'est l'iris qui donne la coloration de l'œil. La partie la plus interne, c'est la rétine. La rétine est visible. À l'examen du fond d'œil, elle a un aspect ou bien un reflet rouge. C'est la rétine qui a un reflet rouge et non pas la choroïde. La choroïde est une couche vasculaire, elle a un reflet noir. Par exemple, après une plaie sclérale avec hernie de la choroïde, on voit cette tranche de section ou cette plaie au niveau de la partie blanche opaque à travers de laquelle la choroïde fait hernie. Comment distinguer la choroïde de la sclère? La choroïde a un reflet noirâtre. Elle est noire, c'est une éponge vasculaire. Oui, la rétine est formée de 10 couches. Je n'ai pas compris. En fait, la rétine est divisée en deux parties. La rétine neurosensorielle, qui contient les cellules photoréceptrices, et l'épithélium pigmentaire. On dirait que c'est l'épithélium de base sur lequel repose la rétine interne. La rétine interne contient les cellules photoréceptrices. On avait dit qu'au niveau de la macula, on a la concentration des cellules à cône qui permettent la vision des couleurs et qui nécessitent une ambiance diurne et donc un éclairage important pour fonctionner. Et les bâtonnets dont la macula est généralement dépourvue, fonctionnent en ambiance nocturne et n'ont pas besoin d'éclairage. Donc la nuit, ce sont les bâtonnets qui fonctionnent et à la lumière du jour, ce sont les cônes qui fonctionnent. Ça, c'est pour un petit rappel concernant la rétine neurosensorielle et l'épithélium pigmentaire.
Bon, je disais, voilà. Donc, concernant le contenu, on a trois milieux transparents. L'humeur aqueuse, produite à ce niveau-là, au niveau du corps ciliaire. Puis, elle chemine euh, de la chambre postérieure du globe à travers la pupille vers la chambre antérieure pour être éliminée ou évacuée au niveau de l'angle irido-cornéen et plus précisément au niveau du trabéculum. Ça, c'est l'humeur aqueuse. C'est la partie, le premier milieu transparent. Le deuxième étant le cristallin, situé l'antibi convexe. Et le troisième, c'est le corps du vitré. C'est un gel transparent qui remplit 90% du globe oculaire. Oui, pour la cornée, désolé. Pour la cornée est essentiellement assurée par les larmes. Oui, la nutrition est essentiellement assurée par les larmes. Oui, et aussi par les vaisseaux limbiques. Parce qu'on avait dit que la cornée est une couche, est une structure avasculaire et elle doit rester avasculaire, donc transparente pour permettre sa fonction visuelle, donc pour permettre sa fonction essentielle. Ces besoins énergétiques parviennent. On a de l'humeur aqueuse, donc dont elle entre en contact avec par sa partie postérieure qui est l'endothélium. Donc l'humeur aqueuse, les vaisseaux limbiques et essentiellement par les larmes. Désolée. S'il vous plaît, dans le strabisme de l'enfant, pour le traitement, on ferme l'œil dominant pour obliger l'autre œil à voir. Et lorsqu'il n'y a pas un œil dominant, alternant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, généralement, dans les strabismes alternants, il n'y a pas d'amblyopie. Donc, on ne rééduque pas généralement l'amblyopie. Sauf s'il a une amblyopie modérée, on fait l'occlusion alternante. Mais elle n'est pas très pratiquée. Parce que c'est quoi l'intérêt de faire le pansement? Le pansement, c'est pour rééduquer l'amblyopie. Un œil amblyope, un œil feignant, on va l'obliger à fonctionner de loin et de près. Comment? Il va porter une correction. Le pansement est d'abord porté 2 jours comme 2 nuits, donc c'est l'occlusion totale et permanente. Puis on passe à l'occlusion intermittente. Nombre d'heures, c'est par jour entre 4 et 6 heures et généralement c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Donc l'occlusion intermittente pour stabiliser la récupération visuelle. Au cours de cette occlusion, l'œil amblyope ou l'œil feignant doit utiliser les distances de la lecture et pour la vision de loin, donc les deux distances de loin et de près. Pour le strabisme alternant, généralement, il n'y a pas d'amblyopie. Donc, il suffit de porter la correction adéquate et lorsqu'il y a lieu d'opérer, lorsqu'on a une isoacuité, c'est-à-dire que les deux yeux avec correction, c'est-à-dire avec le même degré, par exemple, les deux yeux voient 10 sur 10 avec correction, qu'il désire une chirurgie du strabisme à un âge, il n'y a pas un âge fixe, mais lorsqu'il est amblyope, une fois qu'il récupère une acuité utile. Lorsqu'il n'est pas amblyope, on temporise un petit peu et avec la correction. Si le strabisme persiste, on propose un traitement chirurgical. Donc, pansement, rééducation, œil amblyope. Est-ce que la chambre postérieure est visible à lampe à fente? Non, elle n'est pas visible. Il y a des explorations ophtalmologiques qui permettent d'examiner la chambre postérieure parce qu'elle se situe, quand je vous le montre ici, elle est située derrière l'iris, entre la partie postérieure de l'iris et la partie antérieure du corps ciliaire et de la zonule de Zinn, c'est-à-dire les muscles ciliaires aussi. Et pourquoi il y a une myopie dans la cataracte? La myopie. La myopie. Il n'y a pas de myopie. La myopie est un truc héréditaire, congénital, en rapport avec la biométrie du globe. C'est un globe qui est plus gros qu'un globe normal. La myopisation due à la cataracte est généralement en rapport avec l'opacification de cette partie-là, la cataracte nucléaire, ce qui augmente le pouvoir accommodatif et donc c'est-à-dire qu'il y a un milieu opaque que doit traverser l'image et donc l'image va se situer en avant de la rétine. C'est pour ça qu'il y a une myopisation. D'accord? Et donc, non pas une myopie, mais une myopisation. Pourquoi on réalise une trabéculectomie dans le glaucome à angle ouvert? L'angle est ouvert. En fait, l'angle ouvert ne signifie pas qu'il est ouvert. Un angle ouvert signifie que le degré d'ouverture, oui, il est ouvert,
mais en fait, ce sont des angles obstrués. Un angle fermé est un angle fermé. Le degré d'ouverture, il est très réduit. Il y a des synéchies où il y a des accolements. Donc, on a une diminution du degré de l'angle. Par contre, l'angle ouvert, il est ouvert, mais il est obstrué par des cellules inflammatoires, par de la fibrose, etc. Donc, c'est un angle obstrué, mais qui demeure ouvert. Donc, cette voie de filtration n'est plus efficace. On pratique une trabéculectomie pour ouvrir une voie annexe permettant le passage ou bien le drainage de l'humeur aqueuse vers la voie sous-conjonctivale. Un petit récapitulatif sur la physiopathologie du strabisme. Le strabisme, ce n'est pas mon cours, d'accord? Je peux faire un petit rappel. Bon, mais bon, on a le strabisme accommodatif. Le strabisme, c'est tout un chapitre, d'accord? Peut-être que vous aurez une révision sur le strabisme dans la deuxième session. Je préfère répondre aux questions suivantes et revenir par la suite si j'aurai le temps. D'accord? Le contenu, c'est les milieux transparents. C'est l'humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré. Au cours de l'IFEMA, quelles sont les indications du traitement chirurgical? Ce sont des indications bien précises. Un IFEMA peut évoluer vers la résorption spontanée, d'accord? Un IFEMA, lorsqu'il est compliqué d'hypertonie oculaire, logiquement. Je vous rappelle toujours le circuit de l'humeur aqueuse. Elle passe de la chambre postérieure vers la chambre antérieure pour être filtrée au niveau de l'angle irido-cornéen. Lorsqu'il y a un volume qui s'ajoute au niveau de la chambre antérieure, notamment l'IFEMA, logiquement, on a une hypertonie oculaire. D'autant plus que ces cellules hématiques peuvent obstruer l'angle irido-cornéen. On revient sur la question de l'angle ouvert. Donc, éventuellement, il peut être obstrué. Un glaucome secondaire suite à un IFEMA peut se voir par l'obstruction de ces mailles trabéculaires par des cellules hématiques. Donc, c'est un glaucome à angle ouvert. Secondaire, un traumatisme contusif éventuellement. Donc, si on a un volume de sang qui s'ajoute au niveau de la chambre antérieure, on a une hypertonie. D'accord. Si cette hypertonie dure plus de 5 jours, il y a un risque d'ischémie de la tête du nerf optique et donc de glaucome. Et donc, la souffrance des cellules du nerf optique étant irréversible, donc on ne peut pas laisser un patient dont l'IFEMA ne s'est pas évacué, ne s'est pas résorbé spontanément, avec une hypertonie oculaire au risque d'évolution vers la cécité. Donc, tout IFEMA ayant un volume important, on dit que généralement l'IFEMA supérieur à un stade 3, voire les IFEMA, un IFEMA total est une indication au lavage. Plusieurs indications. IFEMA total est une indication au lavage. Un IFEMA supérieur à stade 2, avec une hypertonie oculaire qui dure plus de 5 à 7 jours, est une indication au lavage. Un IFEMA chez un sujet drépanocytaire qui a des problèmes de falciformation des hématies, il a un problème hématologique, donc l'évacuation généralement ne va pas se faire spontanément, donc nécessite un lavage chirurgical. Ou bien un IFEMA qui commence à se compliquer par une hématocornée. C'est quoi l'hématocornée? C'est cet IFEMA, sous l'effet de l'hypertonie, va entraîner, on dirait, des fissures au niveau de l'endothélium, et donc les cellules hématiques vont traverser les différentes couches de la cornée. Et donc, la cornée va être imprégnée de sang et on parle d'hématocornée. Donc, le début d'hématocornée est une indication en lavage chirurgical du sang en urgence. Donc, c'est à peu près c'est ça. L'IFEMA total avec hématocornée, avec hypertonie oculaire supérieure à 30 qui résiste au traitement plus d'une semaine, ou bien chez les patients drépanocytaires. J'ai raté quelques questions. Le sang. Vous m'entendez? Oui. Comment ça l'amblyopie compense la diplopie? Je n'ai pas compris cette question. L'amblyopie désigne une vision faible. C'est un œil saignant qui ne voit pas. Pour obliger cet œil à fonctionner lorsqu'il n'y a pas un substratum anatomique, qu'il n'y a pas une cataracte, une masse, etc., que la morphologie et l'anatomie du globe est normale, mais qu'il y a une amblyopie d'origine réfractive, il convient de corriger par des lunettes et obliger cet œil à fonctionner et donc à reprendre ses fonctions, justement en fermant le bon œil. Le bon œil, il fonctionne correctement, donc on va le fermer pour permettre à l'œil feignant, pour justement éviter ce phénomène de préférence.
parce que le cerveau va préférer la vision la plus nette qui lui parvient de la part de l'œil normal. Par contre, l'œil faible, il va la négliger. Et ce phénomène est un phénomène lié à la plasticité cérébrale, c'est-à-dire c'est un phénomène d'apprentissage et de développement de l'enfant. Au-delà de 6 ans, de 7 ans, l'amblyopie est généralement peu réversible, car l'amblyopie est un phénomène récupérable tant qu'il y a ce phénomène de plasticité cérébrale. Une fois l'enfant dépasse l'âge de la scolarisation, l'amblyopie devient généralement peu récupérable. Donc, il faut insister à dépister le vice de réfraction et à porter les verres correcteurs et à traiter et à dépister cette amblyopie avant que ça soit trop tard pour l'enfant. D'accord? La diplopie n'a rien à voir ici. Hein. Vous parlez peut-être des strabismes, des diplopies. Ça, c'est autre chose. L'amblyopie, la diplopie, ce n'est pas la même chose. La rétine périphérique responsable, non, ce n'est pas uniquement la rétine périphérique. Toute la rétine est responsable du champ visuel. Le champ visuel est calqué sur notre rétine. Par exemple, on a la tache aveugle, c'est le nerf optique. Pourquoi? Parce que c'est le point de rassemblement des axones. Donc, il ne contient pas de cellules photoréceptrices, mais uniquement des axones. Donc, c'est un point de la rétine qui ne voit pas. Ça, c'est par exemple. La fovea, c'est le point central, le champ visuel central et le champ visuel périphérique. Traitement de la crise de GFAE, mise en condition, hospitalisation en urgence, commencer à mettre la pilocarpine pour lever ce blocage et cette mydriase, déshydrater le vitré. Ça, normalement, le traitement, c'est un traitement, c'est-à-dire c'est un traitement bien systématisé que vous avez vu dans le cours. Hein. Donc, la perfusion de flash de mannitol pour déshydrater le vitré, le relais par du diamox, baisser il faut toujours baisser le tonus pour permettre aux conditions anatomiques de revenir à l'état normal et lever ce blocage avant qu'il y ait des synéchies. D'accord? Donc, le traitement, c'est un traitement qui est bien détaillé dans le cours. L'hypermétropie qui cause un strabisme. Si on la prend en charge à un âge précoce, 3 ans par exemple, peut-on avoir une amélioration? Bien sûr qu'on peut avoir, oui, hypermétropie. Lorsqu'on a une hypermétropie du même degré, par exemple plus 3 des deux côtés, il a un strabisme. Ce strabisme, c'est clair qu'il est accommodatif, d'accord? Parce qu'il y a le réflexe accommodation-convergence. Comme l'hypermétrope n'accommode pas assez, donc en essayant d'accommoder, cet enfant va développer le réflexe accommodation-convergence, d'où ce strabisme convergent. Lorsqu'on soulage cette accommodation par la correction, il ne va plus accommoder et donc les globes vont reprendre leur place et donc on aura des globes en position primaire. Donc normalement, on va traiter et le strabisme et le vice de réfraction. Donc il peut récupérer parfaitement. Moi, je parle lorsqu'il y a… Le problème des amblyopies se pose surtout lorsqu'il y a un œil qui présente, par exemple, une hypermétropie de plus de 2 degrés par rapport au deuxième œil. Là, il y aura la notion d'œil préférentiel. Donc, c'est l'œil qui voit le plus qui sera dominant et l'œil qui voit le moins qui sera amblyope. Donc, dans les vis de réfraction, on préfère les vis de réfraction qui sont symétriques et égaux. Ceux qui sont asymétriques sont pourvoyeurs d'amblyopie. Il faut savoir que les astigmatismes sont plus pourvoyeurs d'amblyopie, surtout lorsqu'ils sont unilatéraux, ils sont plus pourvoyeurs d'amblyopie que les hypermétropies et que les myopies unilatérales. Un autre élément aussi à souligner, juste à titre informatif, que les myopies unilatérales sont peu pourvoyeuses d'amblyopie. Pourquoi à votre avis? Parce que l'œil myope voit bien de près. Par contre, il ne voit pas bien de loin. Et donc, le deuxième œil, lorsqu'il est hémétrope, le deuxième œil va être sollicité pour la vision de loin. Donc, il va voir bien, il va l'utiliser pour la vision de loin. Et le deuxième œil qui est myope, il va l'utiliser pour la vision de près. Donc, généralement, elle est peu pourvoyeuse d'amblyopie, sauf lorsqu'on a une très forte myopie unilatérale. Ça, c'est autre chose. Donc oui, les strabismes accommodatifs traités à un âge précoce, surtout lorsqu'il n'y a pas d'amblyopie. Et même s'il y a une amblyopie, on peut la rééduquer, on peut traiter. Il faut savoir qu'en matière de réfraction, la notion à retenir qui est très importante, dépistage précoce, surtout lorsqu'il y a des antécédents familiaux, de strabisme, de myopie, d'hypermétropie, d'amblyopie, ça c'est très important. Un strabisme dans la fratrie, un vice de réfraction familiale,
il faut dépister en bas âge pour corriger à temps, porter sévère, faire des contrôles périodiques, dépister l'amblyopie, traiter à temps. Parce que lorsqu'on reçoit un enfant pour la première fois en consultation, il a 12 ans, il est amblyope d'un côté, on ne peut rien faire. On ne peut que corriger le bon œil. C'est une amblyopie qui n'est plus récupérable à cet âge-là. Donc, important, examen de la réfraction en âge préscolaire. Ça, c'est très important et c'est l'idéal pour l'enfant avant la scolarisation. Dans le diagnostic de la rétinopathie diabétique, le diagnostic de la rétinopathie diabétique est un diagnostic clinique. Il suffit de pratiquer le fond d'œil pour voir s'il y a ou pas une rétinopathie diabétique pour pouvoir la classer. Cependant, généralement, on demande 2 explorations essentielles en matière de diabète. L'angiographie rétinienne à la fluorocéine lorsque la rétinopathie est proliférante. C'est pour voir surtout les ondes de prolifération néovasculaire. Et deuxième des choses, élément très important pour le diagnostic de l'œdème maculaire diabétique. Certes, il y a des éléments cliniques, donc je sais, je connais, je peux voir, mon patient présente un œdème maculaire diabétique, mais pour classer et savoir la sévérité, quoique le retentissement fonctionnel doit être chiffré par l'acuité visuelle de près, tout ce qui est macula, c'est l'acuité visuelle de près. Donc, pour voir le degré de l'atteinte maculaire et la sévérité de cet œdème maculaire, on va demander l'OCT de la macula. Donc, 2 explorations essentielles en matière de diabète, l'angiographie à la fluorocéine en matière de rétinopathie proliférante et l'OCT en matière d'œdème maculaire diabétique. Quoi, oui, j'ai pas compris. Si je suis au service des urgences et j'ai reçu un malade chez lequel je suspecte une GFA, en tant que généraliste, est-ce que c'est à moi de le traiter, au moins de commencer la conduite thérapeutique pour gagner du temps? Ou il faut l'orienter directement au service d'ophtalmo le plus proche? Bon, un geste facile, très facile à faire. Vous avez plutôt une torche ou bien une lampe de poche. Vous pouvez au moins comparer le réflexe photomoteur des 2 côtés. Lorsqu'il a une douleur unilatérale, vive, avec irradiation dans le territoire, par exemple, du trijumeau, il a une douleur unilatérale très intense, accompagnée d'autres signes, notamment, il peut être même en état de mal, le malade. Il peut vomir, avoir une bradycardie, des sueurs, une pâleur. Donc, c'est une douleur très vive et très intense. Donc, douleur unilatérale, œil très rouge. Première des choses, projeter une lumière, voir s'il est en mydrias. Deuxième des choses, essayer d'effectuer une palpation très douce du globe. Elle est très facile à réaliser lorsqu'on compare avec la palpation du deuxième œil. À travers les paupières closes, on va utiliser les 2 pouces pour palper le tonus oculaire du deuxième œil et de l'œil en question. Généralement, on sent que le globe est très dur. Là, c'est une hypertonie oculaire majeure. Pour traiter, oui, si vous êtes dans une structure qui vous permet de flasher du mannitol et de commencer la pilocarpie, vous pouvez. En fait, ça dépend de la disponibilité des services d'ophtalmologie à proximité. Au Grand Sahara, ils sont obligés de traiter les crises de GFA. L'idéal, lui, c'est de au moins commencer la pilocarpie si elle est disponible et de au moins lui mettre un flash de mannitol pour soulager ses douleurs et l'évacuer au service d'ophtalmologie en urgence. Ça, c'est les 2 éléments à faire. C'est quoi le champ visuel tubulaire? Quel examen pratiquer au premier lieu pour une endophtalmie? Un champ visuel tubulaire est une altération sévère avancée du champ visuel. Tubulaire, c'est-à-dire qu'il lui persiste uniquement un petit champ, comme un tube, un petit champ des 2 yeux avec lequel il peut se déplacer. C'est-à-dire que l'excavation glaucomateuse est très avancée, que le glaucome est à un stade très tardif, qui ne lui persiste qu'un champ tubulaire. Mais ce champ tubulaire va lui permettre, c'est-à-dire, pourquoi on demande pour avoir le certificat de permis de conduire, on demande le champ visuel? Car un glaucomateux peut avoir un champ visuel tubulaire, donc une conduite dangereuse pour lui et pour autrui, alors qu'il voit parfaitement devant lui, de part et d'autre, il ne voit rien, il n'a qu'un champ tubulaire devant lui, un champ rétréci devant lui, donc il peut voir parfaitement 10 sur 10, alors qu'il n'a pas le champ visuel essentiel pour pouvoir conduire. Ça, c'est l'explication du champ visuel tubulaire. L'examen à pratiquer en premier lieu au cours de l'endophtalmie. Toujours, endophtalmie, bon, l'interrogatoire, ça c'est capital, hospitalisé,
Premier geste à faire est en urgence, prélever, toujours prélever puis traiter. Prélever puis traiter. Je le dis et je le répète. Donc, assurer des prélèvements au niveau des berges d'une éventuelle kératotomie. L'idéal, c'est d'effectuer des prélèvements vitréens par une vitrectomie qui n'est pas toujours évidente et qui n'est pas toujours disponible. Et faire l'échographie oculaire et commencer les IVT d'antibiotiques en urgence, avec bien sûr une double antibiothérapie par voie générale et des colliers fortifiés à base d'antibiotiques. Donc, prélever puis traiter. Le fond d'œil se fait sous âgé? Non. Le fond d'œil se fait sous anesthésie générale uniquement chez les nouveau-nés et les nourrissons, chez qui on suspecte éventuellement un rétinoblastome. Ça, on dit le fond d'œil sous narcose. C'est un gaz qui va permettre d'endormir les nourrissons et les nouveau-nés sans incubation. Donc, on le fait, c'est-à-dire c'est une anesthésie générale de courte durée. On va leur examiner avec un verre à 3 miroirs de petite taille adapté à leurs yeux, les petits yeux. D'accord? Donc, l'indication d'un fond d'œil sous-âgé, ce sont les nourrissons et les enfants, les nouveau-nés, les nourrissons en bas âge. Une fois qu'opérant, on peut l'examiner à la lampe passante, que ce soit avec une lentille ou avec un verre, ça dépend. Dans la crise, dans la GFA, est-ce que les altérations du champ visuel sont précoces? Ça dépend de la précocité et la réponse du traitement. Si le blocage est levé précocement, qu'il n'y a plus d'hypertonie, que tout rentre dans l'ordre, peut-être qu'il n'y aura pas d'altération du champ visuel. On ne peut pas évaluer ça à la phase aiguë de la crise. Tout dépend de la précocité et de l'efficacité du traitement. Si le traitement est précoce et efficace, il n'aura pas d'altération parce que c'est la souffrance du nerf optique. Plus l'hypertonie persiste, plus elle va comprimer les cellules du nerf optique, voilà, les cellules qui composent ce nerf optique. Et donc, plus il y aura une ischémie et plus il y a des altérations du champ visuel. Si on lève précocement et on fait baisser rapidement le tonus oculaire, normalement, on n'aura pas des lésions du champ visuel. Quelles sont les indications des anti-VEGF? Ce n'est pas les VEGF, mais les anti-VEGF. Les anti-VEGF sont les inhibiteurs du facteur de croissance endothéliale, le VEGF, growth factor, voilà, facteur de croissance vasculaire. Bon, les anti-VEGF sont indiqués dans la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative, parce qu'il y a deux formes. La forme atrophique qui évolue vers l'atrophie et la forme exsudative, il y a des vaisseaux qui vont exsuder, donc ils vont susciter un appel de fluide au niveau de la macula et donc altérer la fonction visuelle de la macula. Donc on va les traiter par des anti-VEGF. C'est la DMLA exsudative. Deuxièmement, le l'œdème maculaire diabétique, la même chose, rupture de la barrière hémato-rétinienne, exsudation de liquide, épaississement, altération de la fonction de la macula, donc anti-VEGF. Troisièmement, la maculopathie myopique, parce que la macula des myopes est sujette à des maladies appelées la maculopathie myopique. On a la formation d'un néovaisseau au niveau de la macula qui va susciter un appel de fluide et de liquide au niveau de la macula et donc ayant des actions délétères sur la macula. Intérêt des anti-VEGF. Aussi, donc c'est surtout aussi les œdèmes maculaires suite à des occlusions vasculaires, que ce soit occlusions veineuses ou occlusions artérielles, mais surtout les occlusions veineuses, on les traite avec des anti-VEGF. Donc essentiellement c'est ça. On a aussi les œdèmes maculaires uveitiques, mais c'est surtout les IVT de corticoïdes. Donc les anti-VEGF, c'est la DMLA exsudative, l'œdème maculaire diabétique, les occlusions de branches, l'œdème maculaire des occlusions des branches et la maculopathie myopique. Dans l'astigmatisme, quelles sont les phases d'un kératocone? Le kératocone passe plusieurs phases, de la phase 1 à la phase 4. La phase 4, on a des opacités cornéennes qui, lorsqu'elles sont centrales, entraînent l'opacité cornéenne. Généralement, c'est mauvais parce qu'on ne peut plus équiper le patient par des lentilles. C'est bon, un milieu transparent est devenu opaque, donc le seul traitement efficace à ce stade-là, au stade 4, c'est généralement le recours à une greffe de cornée. Avant ce stade, il y a plusieurs traitements à faire, notamment les équipements par des lentilles rigides, les anneaux intracornéens. Il y a aussi le cross-linking, c'est une méthode de rigidification de la cornée, indiquée chez les enfants chez lesquels on diagnostique un kératocone.
Un enfant présentant un kératocone est une indication au cross-linking. Pourquoi? Ça va permettre de rigidifier la cornée et donc de stopper l'évolution de cette protrusion conique de la cornée. D'accord? euh, Oui, c'est comme s'il voyait dans un tube. C'est ça l'explication. Dans les astigmatismes mixtes, comment le cristallin s'adapte lors de l'accommodation? J'ai jamais entendu une question pareille. Comment ça, astigmatisme mixte? Non, l'astigmatisme mixte, qu'est-ce que cela veut dire? Soit c'est un astigmatisme myopique, alors que le sujet est hypermétrope, par exemple, moins de 2 à 90 degrés, ou dans la sphère, il y a plus 3, par exemple. Donc, le cristallin va se comporter comme chez un hypermétrope. D'accord? Et dans la correction, dans le verre, on a deux composantes, la sphère et le cylindre. D'accord? Les deux. La sphère va corriger la métropie sphérique, hypermétropie ou myopie, et le cylindre va corriger le cylindre, c'est-à-dire l'astigmatisme, que ce soit myopique ou hypermétropique. C'est ça l'astigmatisme mixte. Ça n'a rien à voir avec l'adaptation du cristallin. Généralement, lorsque l'astigmatisme est plus important que la métropie sphérique, on corrige l'astigmatisme d'abord, surtout chez les enfants. Parce que je vous ai dit, l'astigmatisme est le plus pourvoyeur d'amblyopie. Et dans le GPAO, est-ce que tous les signes cliniques sont tardifs? Non. En fait, la gravité du GPAO réside dans son évolution silencieuse. Si le patient ne prête pas attention, si le patient n'a pas des antécédents familiaux qui peuvent l'alerter et l'alarmer et le pousser à consulter, il peut passer à côté. Intérêt du dépistage, d'une consultation ophtalmologique pour tout le monde à partir de l'âge de 40 ans, 45 ans. Donc, tout le monde doit passer chez l'ophtalmo au moins une fois pour rechercher un vice de réfraction, le tonus oculaire, voir s'il y a une éventuelle cataracte débutante, etc. Les signes, c'est généralement, s'il a une hypertonie rebelle, il aura des douleurs oculaires, il aura des migraines, il aura surtout des larmoiements matinaux. Un larmoiement matinal oriente surtout vers une hypertonie oculaire. C'est des signes de glaucome. Et surtout les céphalées, les migraines et les douleurs à irradiation frontale et occipitale. Exactement, c'est une maladie cécitante d'évolution silencieuse. Intérêt du dépistage chez le sujet à risque et chez les sujets avec des antécédents familiaux. Méthode de correction des troubles. Ah, méthode de correction, c'est tout un chapitre, la correction des troubles réfractifs. L'hypermétrope, exemple, hypermétrope de plus de 2 dioptries, un enfant en donne. Ça dépend, c'est tout un chapitre, je ne peux pas donner trop de détails. Exemple, un hypermétrope de plus 3 dioptries, par exemple, on va lui donner une correction de plus 2 dioptries. Un myope de moins 3 dioptries, généralement, on corrige moins, on va soustraire 0,5 dioptries de sa correction totale. Par exemple, c'est un myope de moins 3 dioptries, on va lui prescrire moins de 50. Ça, c'est quelques exemples. Les astigmatismes, un cylindre contient toujours un axe. Il a par exemple moins 2 à tel axe à 90 degrés. Une première prescription. Bon, chez l'enfant, on peut donner la totalité de l'astigmatisme. Chez les adultes, on ne peut prescrire que 0,75 à la fois normalement pour qu'il s'adapte progressivement et doucement. Le glaucome cortisonique est à angle ouvert ou fermé? À angle ouvert. Le glaucome cortisonique est justement, il y a des dépôts de matériel, ça donne des glaucomes à angle ouvert, hein, le glaucome cortisonique. Est-ce qu'on peut parler d'amblyopie chez un enfant? Oui. Est-ce qu'on parle? Oui, on parle de l'amblyopie chez l'enfant. Oui. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que l'amblyopie apparaît en bas âge. En fait, avant 3 ans, le risque d'amblyopie est majeur. Même s'il n'y a pas de vis de rétraction. Jamais de pansement chez les enfants. Il ne faut jamais mettre de pansement chez les enfants en bas âge. Pourquoi? Parce que chez cet enfant en bas âge, si on met un simple pansement pendant 48 heures, il peut développer l'amblyopie de cet œil-là. Donc, c'est une amblyopie de privation. On va priver cet œil de fonctionner, il va devenir amblyope. C'est pour ça qu'on insiste toujours de ne jamais mettre des pansements. On voit des enfants en bas âge qui viennent consulter, qui sont amenés par leurs parents en consultation avec un pansement. Mais pourquoi vous mettez les pansements?
Même si on opère les cataractes congénitales, on les laisse sans pansement pour que cet œil, c'est-à-dire retrouve sa fonction visuelle. D'accord? Quand on opère la cataracte devient opérable lorsqu'elle a une gêne significative. Ça dépend des exigences professionnelles et du niveau intellectuel du patient. Inférieur ou égal à 4 dixièmes, elle est généralement opérable. Le test de défense oculaire, j'ai pas compris ce test de défense oculaire, moi. Ah, vous parlez peut-être c'est pas un test, peut-être le réflexe d'évitement, le test de défense d'occlusion, le test de défense. J'ai pas compris cette question. Veuillez reformuler cette question. Il nous reste quelques minutes, donc essayez de poster le reste des questions. Comment on détermine la correction de près à partir du chiffre de la correction de loin? Ça, c'est une bonne question, mais qui nécessite des connaissances en matière de réfraction. Par exemple, un patient qui est hypermétrope de plus 2. Là, il est hypermétrope, il porte une correction plus 2, plus 2, plus 2. Arrivé à l'âge de 45 ans, normalement à 45 ans, on corrige plus 1,50 de près. Ce patient-là, cette correction de plus 1,50 n'est pas suffisante pour lui. Donc, on doit additionner ce plus 1,50 à sa correction de base, à son plus 2 qu'il porte depuis des années. Donc, sa correction de près à 45 ans est de plus 3,5. C'est pour ça qu'on dit que l'hypermétrope va devenir presbyte plus précocement que le sujet normal. Le myope, par contre, sera avantageux dans la vision de près. Il porte, par exemple, moins 3 pour la vision de loin. Il n'aura pas besoin de correction à l'âge de 45 ans. D'accord? À 60 ans, moins 3, à 45 ans, à moins 1,5, il peut voir. C'est-à-dire on va soustraire les plus 1,50. Je vous ai dit, ce n'est pas évident de vous expliquer les détails. L'essentiel, un myope n'aura pas besoin d'une correction de près. Au contraire, il suffit d'enlever ses lunettes pour pouvoir lire de près lorsqu'il atteint par exemple les 45-50 ans et il enlève ses lunettes pour pouvoir lire. Ça, c'est simple. Maculopathie diabétique est indépendante de la survenue d'évolution? Ça, c'est une bonne question. La maculopathie diabétique signe un déséquilibre diabétique. Elle peut survenir lorsqu'on équilibre trop rapidement un diabète aussi. La maculopathie diabétique peut survenir de façon concomitante avec la rétinopathie diabétique, comme elle peut survenir de façon isolée. D'accord? Donc, elle peut l'accompagner ou elle peut être isolée. On peut avoir une rétinopathie diabétique sans maculopathie, comme on peut avoir une maculopathie diabétique sans rétinopathie, et le plus souvent, on a les deux à la fois. Maculopathie diabétique est-elle indépendante? C'est bon? Oui, c'est la même question qui se répète. Donc, normalement, on a fait un peu le tour de la question. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer par mail. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vous dis bon courage pour l'examen. Normalement, il y aura une autre session de révision programmée normalement cette semaine. Maculopathie diabétique, mon mail. De rien. C'est bon, je vous ai envoyé, je vous ai laissé mon mail. Donc, je vous dis bon courage pour l'examen. On se voit normalement le jour de l'examen. Oui, c'est bon, je vous ai laissé, c'est solo85@live.fr. Je vous ai laissé le mail. C'est bon normalement.
De rien.